Dans cet épisode, on parle de Elsa Peretti ou de comment un créateur peut devenir une marque. Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 105e épisode du podcast du balado Nata PR School. Et aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir discuter avec Claude Laframboise. Je vous le présente. Vous savez que j'aime bien parler longuement avant de laisser le micro à mes invités. Alors, donc, Claude Laframboise est un expert de création de contenu, aussi dans l'événement, un grand talent pour vraiment mettre des choses en place qu'on pense que ça se met pas en place des fois. C'est aussi un styliste, un chroniqueur et un spécialiste du design et de la mode. Claude a lancé et dirigé plusieurs magazines et pendant de nombreuses années, vraiment, c'était là où il a vraiment œuvré, où on pouvait le trouver le plus facilement. C'était vraiment du côté des magazines. Il a travaillé à faire rayonner des marques et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait puisque, vous le savez, hein, le monde des magazines et le monde de l'imprimé a beaucoup évolué, Claude aussi. Donc aujourd'hui, il travaille vraiment un peu de l'autre côté du miroir et aide ses entreprises aussi à rayonner. Claude Laframboise, c'est aussi un ami de longue date avec qui on discute aujourd'hui dans ce podcast d'une créatrice que je ne connaissais pas, au fait. Je peux même vous montrer pourquoi on parle d'Elsa Peretti aujourd'hui. Donc, Elsa Peretti, c'est vraiment une femme incroyable qu'on peut voir personnifiée dans cette série de Netflix Alston. Si vous n'avez pas encore regardé cette série, je pense que c'est vraiment intéressant. C'est sûr que, bon, hein, c'est romancé. Hein, parfois, les personnages sont plus gros que nature et dans la vraie vie, mais on voit très bien qui elle est, cette femme vraiment extrêmement intéressante. Mais je vais laisser Claude nous en parler un peu plus. Alors, donc, elle a créé des bijoux pour la maison Tiffany et je portais ce bracelet. Il m'a dit, « Ah, mais tu portes un bracelet d'Elsa Peretti. » Et j'ai dit, « Elsa Peretti. » Puis j'ai fait, « Ah, oui, on la voit personnifiée dans la série Netflix Alston. » Alors, merci d'avoir accepté mon invitation, Claude. Merci de me recevoir. Et j'aime bien poser, avant qu'on discute de plein de choses fascinantes et intéressantes, et de relations publiques, bien sûr, mais qui est Claude Laframboise? J'aime toujours demander à mes invités de se présenter. En fait, au-delà de la définition professionnelle que tu viens de donner de moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux gens qui sont derrière les produits, les marques, le design. Du côté de la mode, si on recule dans les années 80, tous les grands créateurs avaient vraiment toute une histoire personnelle assez singulière, une démarche artistique vraiment intéressante. Fait que souvent, au-delà du produit final, moi, c'était les gens qui m'intéressaient. Puis c'est un peu la même chose dans le design, dans l'architecture. Puis de nos jours, je te dirais, c'est ce qui m'intéresse, tous les mouvements de société, qui est derrière ça, que ce soit un produit, que ce soit une idée, que ce soit une campagne publicitaire. Moi, c'est vraiment le facteur humain derrière tout ça qui m'intéresse. Qui est cette fameuse Elsa Peretti? Qui est-elle? En fait, Elsa Peretti, elle est italienne à l'origine. Elle est malheureusement dans une relation qui ne la satisfait pas. Elle fuit son chum qui est un peu pas gentil avec elle. Elle commence par faire du modeling à Madrid. On est à la fin des années 60. Elle tombe tout de suite dans l'espèce d'intelligentsia à Madrid. Elle fréquente des artistes, dont Dali, entre autres. Et rapidement, ça va très bien sa carrière de mannequin en espagnol. Et elle arrive en Espagne, pardon, puis elle arrive à New York en 68. Et là aussi, à New York, ça décolle assez rapidement. Elle devient une mannequin très en demande. C'est une époque où il y a beaucoup de défilés et elle travaille pour des créateurs comme Alston. Alors, c'est un peu comme ça qu'elle commence à se faire un nom dans l'industrie de la mode. Oui, puis contrairement à Alston, on ne racontera pas tout ce qui se passe dans la série, mais bon, il y a eu toute une destinée. C'est un créateur très en vue, qui avait beaucoup de talent. Et bon, je pense qu'il était... il y a eu un côté très candide. Il a signé un important contrat avec une maison qui, en fait, a acheté son nom. Et donc, ça, c'est intéressant de voir toute cette histoire. Mais bon, Elsa Peretti, elle n'a pas du tout le même parcours. Elle a œuvré longtemps chez Tiffany. Donc, exactement.
Mais c'est ça qui est ironique, en fait, c'est que c'est Alston qui a présenté Elsa Peretti aux gens de Tiffany. Elle, contrairement à lui, elle a signé un très, très bon contrat et très lucratif. Et elle a, comme tu le dis, travaillé très, très longtemps avec la marque. Mais ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'elle créait déjà des bijoux pour son plaisir personnel. Et c'est comme ça qu'ils ont été remarqués. Ces bijoux, c'est par les créateurs avec qui elle travaillait. Alors, elle, comme mannequin, elle arrivait, les gens voyaient, ah, c'est beau ce que tu portes, c'est moi qui l'ai fait. Avant Austin, elle avait travaillé avec un autre créateur qu'on connaît moins de nos jours qui s'appelle Sant'Angelo, mais qui était très populaire dans les années 70. Alors, c'est Alston, le premier qui a montré ses bijoux en défilé, si on veut. Puis ensuite, il a dit, ben, je pourrais te présenter aux gens de Tiffany. Et comme on dit en chinois, pour reprendre Naomi Roy, the rest is history. Alors, c'est ça, c'est devenu un très, très grand succès commercial, puis qui a surtout traversé le temps. Ton bracelet, c'est le parfait exemple. C'est quelque chose qui est encore complètement pertinent aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été dessiné dans les années 70. Je l'adore. Puis bon, il y a des formes très organiques et tout. Et bon, là, je ne l'enlèverai pas parce que de toute façon, vous ne verrez pas, c'est trop petit, mais sa signature. Donc, toutes ces pièces sont encore signées de son nom, sachez-le. Donc, Oui. si vous allez chez Tiffany. Et puis, ben aussi, vous allez voir dans toute la télésérie, on le voit très bien aussi, la fameuse une bouteille de parfum, c'est elle qui l'avait donc créée. On voit des bijoux aussi. On voit tout à coup un espèce de bout de défilé où les femmes portent une de ses créations aussi. Donc, je pense que c'est ça. Elle avait en elle ce talent de créer des bijoux et qu'elle a développé. Mais elle a un destin assez particulier, cette femme, parce qu'elle a investi énormément aussi à un moment donné. Bon, elle vient d'une famille fortunée. Si j'ai bien lu, elle s'est réconciliée avec la famille à un moment donné. Bien, en fait, c'est ça, c'est qu'elle venait d'une famille d'industriels très riches en Italie, puis elle voulait pas, on est dans les années 60, elle voulait pas la vie qu'on s'attendait d'elle, c'est-à-dire se marier et avoir une vie très rangée. Alors, c'est un peu pour ça qu'elle a quitté sa famille. Elle s'est réconciliée avec son père dans les tout derniers moments de sa vie à lui. Elle a hérité d'une partie de la très, très grande fortune qu'elle a pas réinvestie, mais qu'elle a consacrée à une fondation. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle venait d'une famille très, très riche. Elle aurait pu avoir une vie bourgeoise rangée. Elle a choisi d'être un peu plus artistique, de faire une vie un peu bohème, de voyager, d'être mannequin, tout ça, mais ça l'a donné au final une grande, grande carrière avec la collaboration chez Tiffany, puis elle a fait sa propre fortune ce faisant. Puis bon, ben, plus tard dans sa vie aussi, je ne sais pas à quel moment ça s'est passé, où elle a commencé à acheter des maisons dans un village qui n'est pas tellement loin de Barcelone. Si jamais vous allez à Barcelone et que ce n'est pas votre premier voyage à Barcelone, vous avez envie de découvrir quelque chose, il y a un village qu'elle a, elle doit avoir, tu disais, probablement rénové à peu près toutes les maisons. En fait, ce qui est intéressant du village, c'est que son idée au départ était de créer un endroit, un genre pas de commune, mais d'endroit pour les artistes. En fait, un lieu de création où les artistes pourraient faire des résidences. Alors, elle a acheté une première maison qu'elle a rénovée, puis une deuxième, puis une troisième, puis elle a fini par acheter tout le village. Ça doit être magnifique. C'est un endroit que je veux absolument aller voir un jour, ça. Donc, c'est intéressant, ces destins de créateurs qui ont fait toutes sortes de choses. Puis, on peut peut-être parler un peu aussi de relations publiques parce que, tu vois, moi, au fait, je trouve que Tiffany a fait un bon travail en ramenant et ramène constamment ces créations qui datent parfois de plus de 50 ans maintenant, dans les années 60-70. Donc, on imagine, on est en 2022, au moment où toi ou moi, on se parle. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment une très belle stratégie de relations médias, si on veut, relations publiques, de ramener, dans le fond, une partie de son histoire, de son héritage. Les grandes marques le font très bien. Et ça, je pense que Tiffany, c'est quelque chose qu'ils font extrêmement bien. Je ne sais pas, toi, comment tu as vu ce qui se passe avec les nouvelles collections. Est-ce que tu as compris que c'était ramener en avant-scène une partie de l'histoire? En fait, dans le cas de Superdi, ce qui est particulier, c'est que ce qu'elle a dessiné à l'origine est encore très beau et très pertinent aujourd'hui. Puis l'avantage que Tiffany a, c'est quand ils puisent dans leurs archives, c'est des très, très belles archives de très, très beaux produits. Puis ce qui est intéressant aussi d'un point de vue relations publiques, c'est qu'ils sont allés chercher Elsa Peretti, les designs originaux, puis ils ont aussi modifié, ils ont ajouté des... Tu sais, il y a quand même des modes, même dans les métaux, là, tu sais, je pense à le rose doré, bon, qui est revenu il y a quelques années. Ils changent les finis, ils ont même aussi fait des versions plus luxe avec des pierres là, sur le même modèle que toi, tu possèdes. Alors, c'est très intéressant parce que c'est comme de réinventer un peu leur héritage. Alors, c'est un produit moderne, mais qui est basé sur un design original qui date de pratiquement 50 ans.
Puis qui est encore complètement pertinent. C'est fou, Oui, hein, ça aurait pu être dessiné hier. Donc, puis c'est extrêmement confortable en plus. Puis c'est intéressant aussi, je sais que en discutant, toi et moi, avant l'enregistrement, que Elsa aussi avait décidé d'amener autre chose que justement de l'or et des diamants chez Tiffany. Donc, elle voulait aussi rendre... bon, c'est sûr qu'on s'entend que ça coûte quelques sous, mais bon, les femmes entrent sur le marché du travail aussi dans les années c'est exactement ça. 60-70. C'est qu'en plus d'être une artiste, en plus d'avoir du talent, puis en plus d'avoir réussi, c'est qu'elle était vraiment avant-gardiste. On a une époque où le bijou de luxe, c'est souvent des diamants. Puis c'est quelque chose que porte le soir, ce qu'on appelait des parures et tout ça. Alors, les pierres précieuses, des trucs qui sont assez lourds et tout ça. Et elle se disait, premièrement, on n'a pas besoin d'un homme pour acheter des diamants. On peut s'acheter des diamants soi-même. Puis elle a inventé aussi un concept pour Tiffany qui s'appelle Diamond by the Yards. Alors, c'est des tout petits diamants sur des chaînes très fines. C'est quelque chose de très moderne. Elle disait, moi, je veux pouvoir prendre ma douche avec mes bijoux. Fait qu'on parle des colliers très ornementés avec des émeraudes, des saphirs et tout ça. Là, on imagine un peu Elizabeth Taylor. Et elle arrive, comme tu dis, on est dans les années 70. Fait qu'il y a la libération de la femme, l'arrivée de la femme sur le marché du travail qui fait ses propres sous. Fait que la femme peut s'acheter des bijoux. Alors, avec chose de très, très, très visionnaire, elle était très indépendante et autonome comme femme pour l'époque. Puis ça se traduit dans ses produits, dans son design. Ouais, c'est vraiment une histoire fascinante. Écoute, on peut en parler pendant des heures, mais je voulais qu'on parle, c'est ça, bien sûr, hein, dans un podcast comme celui-ci, on parle bien sûr de communication, de marketing, surtout de relations publiques. Mais moi, ce qui me fascinait aussi dans toute cette histoire, c'est comment, justement, une femme comme elle qui a réussi à faire une carrière phénoménale en ne vendant pas son nom, mais comment aussi il y en a d'autres qui sont allés très loin hein, dans l'utilisation de leur marque, bon, de leur nom. En fait, leur nom était devenu une marque. On pense à des Pierre Cardin. Oui. En fait, quand on pense à licence, on pense à Pierre Cardin, puis on dit souvent que c'est lui qui en a fait le plus. C'est probablement le cas. Dans les années 80, il y avait plus de 800 licences. Mais ce qu'on oublie, c'est que le premier qui a fait des licences, c'est Christian Dior, dès 1959, parce qu'en fait, c'est une époque vraiment différente, il vendait carrément son nom des détaillants américains. C'était même pas des produits dessinés par Dior. C'est comme si certains détaillants américains pouvaient fabriquer des accessoires, des vêtements, puis apposer l'étiquette Christian Dior. Puis ensuite, c'est dans les années 60, Pierre Cardin, qui est aussi quelqu'un de très avant-gardiste et visionnaire, qui voit l'opportunité de déployer son nom sur plein de produits, sauf que lui, il est allé tellement loin qu'en fait, sa marque a perdu son prestige parce que d'un côté, il y avait ses collections de haute couture qui étaient très futuristes, puis très élitistes, puis d'un autre côté, il faisait des vêtements pour chiens, des cigarettes, des pyjamas. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Puis même dans les écoles de marketing, son cas est étudié. Ça s'appelle vraiment du cardinisme parce que c'est un peu une très mauvaise façon de diluer une marque quand on fait trop de licences. Donc, qu'est-ce que tu penses qui fait que justement des Givenchy, des Chanel, des Dior, donc c'est quand même des marques qui perdurent. Et on oublie même finalement qu'il y a eu des gens qui portaient ces noms-là. C'est devenu des marques maintenant, en anglais on les appelle les unstoppable, là, les Gucci de ce monde, qui continuent à toujours se réinventer. En fait, il y a deux facteurs. Il ne faut pas oublier qu'à une époque, quand on était en mode, le but, c'était de créer une maison de couture. Le meilleur exemple, c'est Yves Saint-Laurent par rapport à Karl Lagerfeld. Yves Saint-Laurent, dès les débuts, à cette époque-là, c'est ce qu'on faisait. On se créait une maison de couture. Karl Lagerfeld, on pourrait en parler juste de lui pendant des heures. Lui a été avant-gardiste dans la mesure où il a décidé d'être un pigiste, de travailler pour plein de maisons différentes sans avoir sa propre maison de couture. Fait que les Givenchy, Saint-Laurent, Dior de ce monde ont créé des maisons de couture qui, bien évidemment, ont été repris par des grands groupes de luxe, là, particulièrement depuis les années 90. Puis c'est des marques qui ont tellement de grande reconnaissance mondiale que ça fait du sens d'un point de vue marketing d'investir puis de les déployer. Et on sait toujours que, at the end of the day, à la fin de la journée, ce que ces marques-là vendent, oui, ils vendent des vêtements, mais ils vendent beaucoup de sacs à main. Puis dans une autre échelle de prix, ils vendent beaucoup de parfums puis de maquillage aussi. Oui, puis de ceintures. Chez Gucci, là, des fois, on ne le sait pas, mais ce qu'ils vendent le plus, c'est des ceintures. C'est quand même incroyable. Ouais. Mais bon. Puis il ne faut pas non plus négliger souvent la parfumerie, là, que ça leur appartienne ou non. C'est des grandes sources de revenus. Si on pense à Thierry Mugler, toute sa fortune, en fait, reposait sur le fait que c'était Clarins qui avait toute son industrie de parfums. Puis Angel, qui a été un blockbuster, l'a rendu immensément riche. Mais les vêtements Mugler comme tel, c'est pas avec ça qu'il faisait son argent. Non, ça faisait sa publicité, sa promotion. Tu vois, c'est un autre, justement, c'est intéressant parce qu'en relations publiques, ça, justement, ces grandes marques-là savent comment faire parler d'elles parce que c'est ce qu'on souhaite. Alors, ils faisaient parler d'elles, justement, par les défilés. Donc, ils étaient prêts à investir massivement dans des déploiements. Il y a eu des années où les défilés étaient des événements spectacles. Là. On pense souvent à Karl Lagerfeld, mais oui. Et les Galliano et compagnie là, qui faisaient des spectacles de présentation. Ce qui était présenté là, bien sûr, c'est pas ce qu'ils vendaient nécessairement, hein, mais ça faisait parler d'eux. Puis ensuite, tout le reste pouvait vendre. D'ailleurs, très récemment, Johnny Depp
ils ont prolongé son contrat. Puis j'étais très étonnée et je Avec lisais Dior? qu'avec Dior, pour le parfum Sauvage, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a tellement parlé de lui avec cette espèce de procès avec sa dernière compagne, les ventes ont doublé. Ben, c'est ça, c'est un peu surprenant parce qu'on questionne un peu le point de vue de Dior, même à la lumière du résultat là, du procès et de tout ça. Mais je pense aussi qu'on est dans une époque où c'est plus important d'en parler, c'est pas vraiment important qu'est-ce qu'on dit, mais si on en parle, ça a plus d'importance que de pas en parler. Mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui dans les tendances? Qu'est-ce qu'on voit émerger? Qu'est-ce que toi, tu vois qui t'étonne ou pas de voir donc peut-être un déploiement dans l'histoire? Tu sais, on voit peu de noms maintenant de créateurs devenir des marques. Bon, Tom Ford, bien sûr, mais il n'y en a pas tant que ça. Moi, ce qui me fascine, c'est les influenceurs, surtout ceux qui sont là depuis un bout de temps, qui étaient là avant même que le nom existe. C'est qu'il y a des influenceurs, puis je pense bien évidemment à Kim Kardashian, qui sont devenus des grandes marques, puis des grandes marques milliardaires, pas millionnaires, là, des grandes marques globales. Alors ça, je pense que c'est un phénomène nouveau parce qu'avant, la marque allait chercher une célébrité. Avant, une célébrité, ça se résumait à être chanteur, animateur, comédien, acteur, tout ça. Puis aujourd'hui, influenceur, surtout Kim Kardashian, je trouve qu'elle représente un peu la quintessence de l'influenceur parce qu'elle a pas, je veux dire, elle fait rien, elle n'a pas un talent elle a des talents, mais je ne dirais pas ni une chanteuse ni une actrice, elle est une personnalité publique. Puis sa gamme de sous-vêtements, puis là, maintenant, il y a des maillots. C'est quelque chose, c'est un succès international. Fait que c'est une marque qui a été créée autour d'une personne, d'un individu, puis son reach, à défaut de meilleur mot en français, là, la quantité de gens qui a rejoint avec les réseaux sociaux, c'est fascinant parce que c'est plus que même des très, très grandes marques établies depuis plus d'un siècle. C'est ça. Je pense que le web, puis bon, on le sait, nos auditeurs, nos clients aussi sont tous obsédés par le web. Puis je faisais une présentation de résultats et avec une marque, une entreprise avec qui on avait travaillé il y a 2 ans, avant la pandémie. Et là, ils sont revenus vers nous, justement, après la pandémie, parce qu'ils avaient besoin de faire parler d'eux. Écoute, les résultats sont multipliés par 10, tellement le web est devenu très fort. Ce qui, moi, me réjouit, ça me fait plaisir en regardant. Tu sais, parfois, on ne remonte pas. Tu sais, c'est rare qu'on va comparer il y a 2 ans, voici ce qu'on avait eu et voici les résultats en 2022. Au fait, maintenant, nos médias, c'est formidable pour nos grands médias qui arrivent justement aussi à bien utiliser le web, donc à rejoindre encore un plus large bassin de lecteurs, d'auditeurs. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Aujourd'hui, en présentant ce rapport-là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose en RP, là, il y a quelque chose pour faire un podcast. Mais voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on te souhaite, Claude, dans un futur pas trop lointain? En fait, moi, je trouve qu'il n'y a jamais assez de temps dans la vie. Il se passe tellement de choses juste pour être au courant de tous les phénomènes de société. Puis je ne parle pas juste de notre monde, des médias, de la consommation et de tout ça. C'est juste que je trouve que aujourd'hui, pour être au courant de comment la société fonctionne, ça prend beaucoup de temps. Alors, tu peux me souhaiter du temps libre. Du temps libre pour consommer plein de belles histoires et de belles informations. Mais c'est important, la recherche, dans toi, ce que tu fais. En plus, toi, tu dois être au courant. Donc, tu cumules... Donc, pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs, de peut-être discuter, de prolonger cette discussion avec Claude ou même d'avoir, si vous avez besoin des services de Claude, sous l'épisode, je mets toujours les liens. Donc, on met ton lien LinkedIn. Je pense ton lien Instagram. Vous pouvez bien sûr le trouver chez Nata PR parce qu'on a la chance maintenant de le compter parmi nous comme notre expert en création de contenu et création d'événements aussi. Alors, donc, on travaille sur des projets fabuleux en ce moment et les clients sont enchantés, je vous le dis, avis aux intéressés. Merci, Claude, d'avoir participé à ce podcast. Et chers auditeurs, j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!